Nous sommes ravis de vous accueillir aujourd'hui dans l'auditorium Jacqueline Lichtenstein de l'Institut national d'histoire de l'art. Nous sommes réunis aujourd'hui pour le 7e rendez-vous du cycle Trésors de Richelieu pour l'année 2024-2025. Les Trésors de Richelieu, vous le savez peut-être déjà, sont organisés en partenariat avec la Bibliothèque nationale de France, l'École nationale des chartes et l'Institut national d'histoire de l'art, 3 institutions qui sont présentes sur le site Richelieu. Vous connaissez peut-être le principe de ce cycle. À chaque conférence, des œuvres conservées dans l'une ou l'autre des 3 institutions partenaires de Richelieu sont sorties des magasins pour vous être présentées. Ces œuvres sont questionnées par un chargé de collection et un historien ou une historienne de l'art qui nous livre alors le fruit de leurs recherches, permettant de lever interrogations et doutes. Pendant ce temps, et c'est là toute la particularité du Trésor de Richelieu, une caméra filme le document en temps réel et au fil de la conférence, cela permet à chacun de le voir de plus près. La manipulation de ce document sera assurée ce soir par Isilda Mouvroux, assistante de conservation au service de la conservation et des magasins de la bibliothèque de l'INHA. Ce soir, nous allons nous pencher sur les grands fusains de Laure Garcin, grand fusain réalisé pour le court-métrage Le Roi des Aulnes. À l'aube des années 50, la peintre et cinéaste française Laure Garcin transpose sous forme de court-métrage le poème Le Roi des Aulnes de Goethe. L'INHA conserve 6 grands dessins au fusain de Laure Garcin qui sont les uniques vestiges de ce film. Ces documents précieux témoignent de ses premières expérimentations dans le domaine du cinéma d'animation qu'elle entame à partir de 1948 après des débuts au sein du groupe Abstraction Création. Je ne vous en dirai pas davantage. Je vais laisser tout à l'heure la parole aux 2 intervenantes. Valentine Bréjon, qui prépare actuellement les concours de la conservation du patrimoine à l'École du Louvre. Elle a précédemment obtenu une licence d'histoire à l'Université d'Angers et elle est diplômée du 1er et du 2e cycle de l'École du Louvre dans le parcours Recherche en histoire de l'art appliquée aux collections. Et à ma droite, Isabelle Vazel, qui travaille à la bibliothèque de l'INHA et qui est chargée des collections de dessins. Avant de leur laisser la parole, je voudrais remercier, comme il est d'usage, les équipes techniques de l'Institut qui permettent la tenue de cette soirée, le service des moyens techniques, le service de la communication et le service des manifestations. Je vous souhaite une bonne soirée. Merci Carole pour ces mots d'introduction et merci à tous d'être venus ce soir écouter cet échange autour des 6 grands fusains de Laure Garcin conservés dans les collections patrimoniales de la bibliothèque de l'INHA. Laure Garcin, cette artiste protéiforme et inclassable dont la carrière a débuté dans les années 30 pour se poursuivre jusqu'à la fin des années 70, Laure Garcin, cette critique d'art dont le goût pour la recherche théorique ne s'est jamais démenti, et bien sûr Laure Garcin, cinéaste, qui s'est emparée des avancées techniques de son temps pour rendre concevable le mouvement dans l'art. Telle est l'individualité qui nous réunit ici ce soir. Mais avant de commencer, je voulais revenir sur l'origine de cette conférence. C'est au cours d'un rangement que j'ai découvert le portefeuille contenant les grands fusains de Laure Garcin et je ne voyais pas trop ce que faisaient des dessins du XXe siècle dans notre collection de dessins d'architecture et d'ornement, composés essentiellement d'œuvres des XVIIIe et XIXe siècles. Et une fois le portefeuille ouvert, j'ai découvert ces grands fusains, sombres, presque inquiétants, au tracé envahissant, couvrant la presque totalité de la feuille, comme nous allons le voir. Et je dois bien l'avouer, je n'ai pas été tout de suite séduite. Puis Valentine, dans le cadre de son mémoire de recherche, a demandé à les voir. Et c'est en préparant son rendez-vous que je les ai découverts et que j'ai enfin ressenti toute leur puissance et leur force.
S'en est suivi un billet de blog rédigé par toi, Valentine. Puis l'idée de ce trésor nous a été proposée par Sophie Dérault, directrice adjointe de la bibliothèque et membre du jury de ton mémoire, Valentine. Je voulais vous remercier. Merci à vous deux, chère Sophie, chère Valentine, de m'avoir fait découvrir cette artiste attachante. Ces 6 grands fusains appartiennent à un ensemble de documents donnés personnellement par Laure Garcin à la Bibliothèque d'art et d'archéologie entre 1972 et 1978. L'artiste avait pris grand soin d'organiser de son vivant la postérité de sa production artistique ainsi que de ses archives. Valentine y reviendra. Par conséquent, suite à ces différents dons et par délivrance de legs de la part du CNRS, le 4 juin 1981, un lot complémentaire d'archives est donné à la Bibliothèque d'art et d'archéologie. C'est ainsi que sous la cote autographe 83 et 83 bis, sont conservés des objets personnels, de la correspondance, des photos d'œuvres, des manuscrits, des autographes, des catalogues d'exposition, des coupures de presse relatives à la réception de ces œuvres et de ces écrits. Une documentation conséquente qui permet de retracer aujourd'hui une carrière artistique et de dessiner les contours d'une pensée singulière, souvent attirée par des domaines originaux. Toutefois, et malgré cette originalité, la démarche de Laure Garcin n'a pas suscité beaucoup d'études monographiques, alors que sa carrière s'est développée durant une période bien documentée, tant sur le plan artistique qu'historique. Citons tout de même le catalogue raisonné de ses peintures, mémoire de maîtrise rédigée par Isabelle Pertu en 1990, l'exposition monographique qui s'est tenue en 1992 à Gréoux-les-Bains, dans les Alpes de Haute-Provence, toujours sous la direction d'Isabelle Pertu, et bien sûr ton mémoire de recherche, Valentine, en 2023. Laure Garcin est née à la fin du XIXe siècle, le 20 juin 1896 à Paris. Elle est l'enfant unique de Marius Constant Garcin, un Provençal, un architecte né à Manosque, et de Françoise Grégeois, une excellente dessinatrice et une très bonne musicienne. Grâce à son entourage familial, Laure Garcin développe une certaine sensibilité artistique ainsi qu'un certain militantisme idéologique. Son grand-père maternel est un bibliophile averti. Il lit de beaux textes à sa petite fille pour lui former l'oreille. Et il l'initie également au piano. Son épouse est quant à elle une ardente féministe. L'éducation de la petite fille est stricte, sévère mais jamais mièvre. Elle est très tôt traitée comme une grande personne responsable de ses actes. Mais Laure Garcin, la petite Laure, n'est pas une très bonne élève. Et lorsque la Première Guerre mondiale éclate, elle décide de s'engager. « Comme un homme, je veux servir », dira-t-elle. Elle passe alors les examens d'infirmier et devient bénévole de la Croix-Rouge dans plusieurs hôpitaux militaires. Elle sera durablement marquée par ces années passées auprès des blessés. Après cette interruption de 4 ans, elle reprend ses études, se tournant vers l'art et plus particulièrement vers la peinture. Et pour évoquer cela, je laisse la parole à Valentine. Vers 1920, Laure Garcin étudie à l'Académie Julian et cette première formation artistique lui permet d'intégrer l'école des Beaux-Arts, sans doute en 1923, où elle suit les cours de Fernand Cormon et puis de Jean-Pierre Laurence. Donc vous la voyez à l'écran dans 2 photographies qu'elle a léguées parmi ses archives, où on la voit donc dans ces 2 ateliers, et où elle a pris le soin de se signaler par une croix ou une flèche au stylo. Vous voyez, vous pouvez la voir distinguée par une petite flèche. D'après ses mémoires, donc, elle n'apprécie pas l'enseignement académique ni l'ambiance des beaux-arts qu'elle qualifie de caserne ou de chambrée de troupier, et elle préfère travailler seule. En tout cas, c'est ce qu'elle écrit. Elle écrit ainsi: « Pendant mon bref passage à l'école des beaux-arts, je fuyais l'atelier de peinture où il était impossible... » Ah, pardon. Bien sûr. Je vais me rapprocher. Est-ce que c'est mieux ? Très bien. Donc je vais recommencer. Donc elle écrit donc pendant mon bref passage à l'école des Beaux-Arts, je fuyais l'atelier de peinture où il était impossible de travailler sérieusement dans le vacarme des brimades des élèves, et je me réfugiais dans la grande galerie des Antiques
où je pouvais dessiner dans le silence, mais je préférais encore la chapelle dans laquelle avait été reconstitué le tombeau des Médicis à Florence. Donc, dans ses mémoires destinées à être publiées, elle met en scène cette volonté d'indépendance, ce tempérament solitaire dès ses débuts. Donc, de cette première... Est-ce que c'est mieux pour tout le monde? D'accord. Donc de cette première formation académique sont conservées des études d'antique, aussi des études d'après la sculpture du XVIe siècle italien. Ici, vous voyez la nuit de Michel-Ange pour le tombeau de Julien de Médicis, donc qui est le tombeau évoqué dans la citation que je viens de vous lire. Et également des dessins d'après nature, donc des nus par exemple, comme ici un homme au bâton. Ensuite, ces premiers tableaux, après la sortie de l'école des Beaux-Arts, à la fin des années 1920, sont surtout des natures mortes et des paysages aux couleurs sourdes et aux formes simplifiées, voire géométrisées, qui rappellent tantôt l'œuvre de Paul Cézanne, tantôt celle de Georges Braque, qu'elle écrit d'ailleurs dans ses mémoires avoir beaucoup admiré pendant sa jeunesse. Ensuite, elle peint plutôt des natures mortes et des nus plutôt cubistes, aux couleurs contrastées, et elle va vers une stylisation toujours croissante. Vous avez ici deux exemples d'œuvres de cette période cubiste, avec une nature morte intitulée « Recherche de mouvement ». Donc on voit que la quête du mouvement est vraiment une des grandes quêtes de son art. Et une scène de musique au bord de la mer que vous pouvez voir à droite. Un tournant ensuite intervient dans sa carrière en 1932 quand elle rejoint le groupe Abstraction Création, donc qui est une association qui a été créée l'année précédente en 1931 et qui réunit des tendances très variées de l'art abstrait, d'une abstraction géométrique très stricte à une abstraction plus organique, plus biomorphique. Elle publie notamment des articles dans les cahiers d'abstraction de création. Elle y refuse la dichotomie entre art figuratif et non figuratif et y défend aussi la valeur sociale de l'art, ce qui correspond vraiment à un poncif de l'art de son temps et que l'on retrouve aussi, par exemple, dans des artistes d'Auguste Herbin, également publiés dans ces mêmes cahiers. Donc, au sein de ce groupe, elle adopte d'abord un style mécanomorphique, donc, avec des formes donc, géométriques aux couleurs vives et contrastées, des compositions qui représentent des engrenages, des roues, ou des personnes, des hommes fusionnant avec des machines ou des outils. Vers 1935-1936, son esthétique change. Elle développe plutôt un vocabulaire de formes biomorphiques, donc, dont vous voyez quelques exemples ici, avec des formes souples, des formes non identifiées, mais qui rappellent plutôt le domaine biologique, le corps humain, la nature, et qui évoquent aussi une croissance organique. Voilà, donc je laisse la parole à Isabelle. Donc, sa participation au mouvement Abstraction-Création va permettre à Laure Garcin de trouver un fondement politique à son désir de participer à la réalité sociale de son pays. Les idées révolutionnaires de Marx et Lénine l'ont intéressée et l'expérience de l'URSS la passionne. Elle devient alors membre de l'Association des écrivains et des artistes révolutionnaires, fondée en 1932 par Paul Vaillant-Couturier. Cette association compte parmi ses membres les forces intellectuelles de l'époque. Louis Aragon, Paul Signac, son futur directeur de thèse, le conservateur de musée Jean Cassou, André Malraux ainsi qu'André Gide. Des intellectuels impliqués politiquement à un moment où la guerre d'Espagne sévit et où la montée du fascisme en Allemagne ébranle l'Europe. Donc, Laure Garcin va devenir critique d'art pour la revue Commune, la tribune de l'association. Elle participera à chaque numéro de la revue et à l'ensemble des expositions organisées par le mouvement. Publiée à partir de juillet 1933, Commune aborde chaque mois des questions politiques mais aussi artistiques. Des rubriques sont alors consacrées à la peinture, à la musique, au théâtre, à la radio et au cinéma. Dans le numéro de décembre 1934, par exemple, elle dénonce les sympathies fascistes de certains exposants au Salon d'automne. En 1935, elle organise seule, selon ses dires, le numéro 21 de Commune.
L'association avait lancé une enquête auprès des peintres sur le thème de « Où va la peinture ?» Et les 29 réponses recueillies par Louis Aragon, Jean Cassou et René Crevel sont publiées dans les numéros de mai et juin 1935. Laure Garcin n'a sans doute pas travaillé seule sur ce numéro comme elle le prétend, mais ce qui est certain et probable, c'est qu'elle ait eu du mal à recueillir les participations d'André Gide, Élie Faure et Romain Roland. André Gide, par exemple, n'aime pas du tout écrire sous la contrainte et il avait plutôt proposé à Laure Garcin de choisir parmi ses textes déjà publiés celui qui pourrait le mieux illustrer le thème retenu. Et Élie Faure lui fera exactement la même proposition. En 1936, elle se retire de cette association, cruellement déçue, dira-t-elle. Donc l'année 1936 est vraiment une année de rupture, car cette même année, elle quitte aussi le groupe Abstraction Création, qui se sépare d'ailleurs peu de temps après. En 1936, toujours, a également lieu l'une de ses premières expositions personnelles, donc qui a lieu à la galerie Jeanne Buchet-Mirbord. L'exposition présente une douzaine d'œuvres peintes depuis le début des années 1930, donc différentes tendances que celles que je vous avais présentées juste avant. Dans le catalogue de l'exposition que vous voyez maintenant à l'écran, elle développe le terme d'un art de synthèse symbolique, qui est un concept très important dans sa carrière, qu'elle reprend ensuite à plusieurs reprises. Donc il s'agit pour elle de rendre le dynamisme sous-jacent à la réalité, ce qui se cache derrière les apparences du monde réel, du monde visible, ce qu'elle nomme le jeu de la matière en mouvement. Et ce concept consiste aussi à dépasser une distinction, enfin une dichotomie entre figuration et non-figuration, en opérant une synthèse à la fois de motifs abstraits et de motifs figuratifs. Pendant la Seconde Guerre mondiale, Laure Garcin interrompt presque totalement ses recherches artistiques. Elle peint seulement quelques œuvres qui reflètent plutôt son ressenti face à la guerre. Les toiles de cette époque sont souvent abstraites, avec des formes dynamiques qui rappellent le feu, la violence, comme ici le tableau intitulé « Une des formes du tragique » ou « Impression pendant la mobilisation, Gare de la Roche », qui représente une sorte de flamme, un mouvement très dynamique. Ensuite, elle peint aussi quelques œuvres plus figuratives qui représentent plus directement la menace du régime nazi, comme ici, à droite, une sorte de créature maléfique, reptilienne, un Moloch, derrière lequel marche une armée. Mais cependant, par peur d'être arrêtée par la Gestapo, elle détruit certaines de ses œuvres qu'elle considérait comme trop engagées. Dans la suite des années 1940, elle peint moins, mais donc elle se consacre à l'écriture de sa thèse autour de deux axes, une monographie du dessinateur Jean-Jacques Granville et une étude autour, je la cite, du rêve dans l'art et des méthodes de création de l'artiste visionnaire, qu'elle mène donc à l'école du Louvre. Elle considère que le dessinateur Granville est un précurseur de l'art du mouvement, comme l'indique le sous-titre de sa publication aux éditions Losfeld en 1970. Elle soutient donc cette thèse en 1948 sous la direction de Jean Adhémar et de Jean Cassou. Et cette même année, elle commence à expérimenter dans le domaine du cinéma d'animation. Et c'est donc vraiment dans ce contexte de premiers essais cinématographiques que s'inscrivent les fusains du Roi des Aulnes. Alors, nos 6 fusains font référence à un lied de Franz Schubert, Erlkönig, le roi des Aulnes en français, composé en 1815 d'après un poème de Goethe écrit en 1782. Les poèmes de Goethe eurent un grand succès auprès des compositeurs et des musiciens romantiques. Ils les adaptèrent grâce à une forme musicale alors en vogue, le lied. Voici résumé ce poème. Par une nuit d'orage, un père chevauche à travers une forêt avec son jeune fils dans les bras. Le roi des Aulnes, le roi des elfes dans la culture germanique, invite le jeune garçon à venir dans son royaume pour se distraire avec ses filles. L'enfant est effrayé par cette créature maléfique qu'il croit voir et entendre dans l'obscurité. Le père trouve des explications rationnelles aux hallucinations de son fils, mais la figure maléfique ne quitte pas l'enfant et continue à le séduire. Lorsque le roi des Aulnes saisit l'enfant, le père essaie de galoper aussi vite que possible pour rejoindre leur ferme. Mais il est trop tard, l'enfant est mort dans ses bras.
C'est ce drame à 3 personnages véritablement théâtral que Laure Garcin a choisi de mettre en image et en mouvement. Alors nous allons passer à la caméra maintenant et à la présentation des dessins. Alors, ce premier dessin illustre le vers. Il passe à cheval au bruit du vent. Vous y voyez un cavalier sur un cheval au galop, dans un environnement désolé où la végétation se résume à quelques ronces, quelques souches. Au-dessus du cavalier, on voit une silhouette mystérieuse qui plane avec de grands yeux globuleux. Des notes conservées dans les archives de Laure Garcin permettent de confirmer que ce fusain était situé au début du film, car elle écrit « À partir de cette composition, j'ai créé une suite de dessins en mouvement pour aboutir au dernier gros plan de la fin avec ces mots « Et sur son cœur, son enfant est mort ». Donc le film s'ouvre sur une atmosphère sinistre qui est renforcée par l'usage du fusain, dont la noirceur et l'aspect vaporeux restituent bien l'atmosphère brumeuse, mystérieuse d'une forêt la nuit. Nous allons passer au second dessin qui, lui, illustre le vers « Mes filles dansent la nuit sur les pâles gazons ». Le film se poursuivait sans doute par les différents assauts du roi des Aulnes, qui se présente d'abord sous le mode de la séduction, en faisant appel à ses filles, qui tentent de charmer le jeune garçon et de l'attirer à elles. Donc les filles du roi des Aulnes sont représentées par 2 fusains. Donc ce premier fusain, dans lequel on devine dans une sorte de clairière plusieurs silhouettes qui semblent enlacées dans le mouvement de la danse. On peut distinguer reconnaître ou essayer de distinguer 2 visages rapprochés, des cheveux ou des tentacules, on ne sait pas bien, des bras, des jambes aussi, qui seraient en train de danser. Le troisième dessin, quant à lui, correspond au vers « Voir ces formes blanches danser là-bas ». Ce troisième fusain représente une deuxième fois les filles du roi des Aulnes. Cette fois-ci, leur visage en gros plan, joue contre joue, unis par une même chevelure et entourés des fleurs qu'évoque Goethe dans son texte par le vers « Maintes fleurs émaillées brillent sur la rive ». Vous voyez ces regards assez saisissants qui vous fixent. Le dessin suivant correspond au vers « Il faut qu'on me suive de force ou de gré ». Les tentatives des filles du roi des Aulnes ont échoué. Et donc là, pour la première fois du film, le roi des Aulnes apparaît en personne. Il se présente comme une sorte de grand rapace avec des plumes comme des flammes et une énorme griffe acérée. Donc ce fusain correspond au moment où le roi des Aulnes commence à utiliser la force pour enlever le jeune garçon. Vous voyez encore une fois ce grand visage, ce grand rapace et cette griffe terrifiante qui s'apprête à se refermer sur l'enfant. Voilà cette griffe qui va
Sombrer sur l'enfant avec le dessin suivant. Sombre et farouche, il me tient déjà. Donc, effectivement, juste au fusain suivant, juste après, le roi des aulnes parvient à saisir l'enfant de son immense griffe. Il apparaît ici sous une forme encore différente, ici plutôt comme une sorte de chauve-souris ou de créature reptilienne. On a un peu du mal à le qualifier. Donc il saisit cette fois dans sa griffe, dans sa patte, le visage aux yeux fermés de l'enfant. Et donc ce fusain devait constituer probablement le moment paroxystique du récit, le moment où vraiment l'enfant est en train d'être saisi par la créature maléfique. Donc toujours avec un noir très sombre, le fusain très appuyé, qui donne un effet très saisissant. Et enfin, le dernier dessin, main sur son cœur, son enfant est mort. Donc le film devait sans doute se terminer par ce dernier fusain. Donc à la fin de sa course à travers la forêt, le père sort de la forêt, arrive à destination et constate que son enfant est mort dans ses bras. Donc ce fusain le montre tenant son enfant inconscient, aux côtés du cheval qui semble vraiment essoufflé par la course. On remarque aussi des petits rehausses de couleurs de pastel, probablement bleu, vert, jaune, qui renforcent un peu l'atmosphère sinistre. Et derrière le père, on remarque aussi un hibou, donc qui est peut-être encore une autre forme adoptée par le roi des aulnes pour se montrer et rappeler qu'il est là et qu'il a commis son meurtre, son acte. Donc on va peut-être pouvoir revenir au diaporama maintenant, s'il vous plaît. Donc le film s'ouvrait sans doute par la course effrénée du père et de son fils et se terminait probablement par la mort de l'enfant dans les bras de son père, mais on peut entre les deux imaginer des allers-retours entre les différents fusains. Donc ce document d'archives projeté à l'écran aide à mieux comprendre le découpage du film. Le texte du Roi des Aulnes est annoté avec des indications sur les mouvements de la caméra. On y lit une alternance de gros plans fixes sur des détails des fusains, des vues d'ensemble, des travelling avant ou arrière pour dévoiler ou cacher des éléments. Par exemple, on voit en haut plan fixe sur le bas, piano vers le haut, plan fixe sur le groupe, ou encore en bas, cacher la moitié supérieure, plan descendant, arrière pour cacher ensemble. On voit des indications sur la façon dont devaient être filmés les fusains, qui devaient être finalement assez similaires de la façon dont vous les avez vus aujourd'hui. On dispose aussi d'autres notes. Donc à gauche, un document qui présente des allers-retours entre les fusains, donc qui sont numérotés. Voilà. Et enfin, un dernier document qui évoque des plans en fondu sur les mains du pianiste. Donc, on peut peut-être imaginer aussi qu'en plus des fusains, il y avait des plans qui filmaient directement les mains du pianiste qui jouait la bande-son du film, en fait. Donc maintenant que vous avez pu découvrir les fusains, je vais revenir un peu sur le processus créatif et technique à l'œuvre pour réaliser ces films, concrètement. Donc tout d'abord, Laure Garcin choisit un poème qui doit être, je la cite, dynamique dans son développement général, ou plus exactement pour la courbe de son mouvement. Donc elle parle aussi du climat affectif du poème qui permettrait de stimuler l'imagination, la créativité. Ensuite, elle lit à plusieurs reprises le poème, elle médite sur celui-ci en refusant, je la cite, de voir se lever des correspondances plastiques, c'est-à-dire une illustration stricte du texte. Donc l'image doit avoir une signification indépendamment du texte. Elle ne doit pas le doubler, mais se placer en contiguïté.
Donc Laure Garcin attend ensuite, pendant un certain temps, une période qui peut durer plusieurs semaines ou plusieurs mois, pour permettre ce qu'elle nomme le surgissement des métamorphoses. Donc elle conçoit le cinéma comme un piège magique qui permet de capter les formes au moment même où elles émergent dans son inconscient et avant même que celles-ci ne s'expriment de façon concrète, de façon consciente par une œuvre. Et un jour, donc après avoir suffisamment médité, laissé décanter les images dans son esprit, elle réalise des esquisses et conçoit l'animation de ses dessins en mettant sur le papier un scénario qui découpe le court-métrage. Donc ensuite, elle choisit minutieusement le temps de passage de l'image à l'écran, qui ne doit être ni trop court ni trop long, ainsi que la cadence de récitation du poème qui doit pouvoir mettre en valeur les qualités du dessin et du poème en parallèle. Pour trouver la bonne durée de diffusion, elle suggère dans ses écrits de faire des tests sur les spectateurs. Malheureusement, donc, le scénario du Roi des Aulnes n'est pas conservé, mais on dispose de ces deux schémas, donc des schémas généraux du rythme du film, donc, qui présentent tous deux un rythme très saccadé, un peu comme un électrocardiogramme, avec une succession de pics et de creux que l'on imagine peut-être correspondent à la course effrénée du cavalier et aux attaques du Roi des Aulnes envers l'enfant, jusqu'au dénouement et à la mort de l'enfant qui marque l'achèvement du film par un point noir à la fin, vous voyez, fin, mort. Donc pour accompagner les compositions plastiques de ce film, elle compose elle-même au piano des arrangements musicaux qui lui semblent, je cite, susceptibles d'augmenter l'intensité du climat qui se dégageait du rapprochement de ses compositions plastiques avec le poème. Donc elle confie ensuite ses accords à un musicien qui les met en œuvre concrètement. Elle construit de façon parallèle tous les éléments de son film, les compositions plastiques, la récitation du poème et l'accompagnement musical. Tout ça afin d'augmenter l'émotion produite sur le spectateur. Et donc elle maîtrise toutes les étapes de création de son film, du choix du sujet à la réalisation. Donc ces trois premiers courts-métrages, dont Le Roi des Aulnes qu'on vient de vous présenter, mais aussi Le Voyageur, qui est adapté d'un poème d'Apollinaire, et À une passante, d'après un poème de Baudelaire, ont été diffusés en direct à la télévision. Donc concrètement, le processus est le suivant. Depuis une cabine, elle dirige le caméraman qui déplace sa caméra sur les compositions dessinées en amont. Pendant que le caméraman filme, un récitant lit le texte. Donc les compositions sur papier étaient parfois découpées pour l'animation, ce qui entraînait leur destruction et explique qu'il reste très peu de dessins ayant servi à ces films qui nous soient parvenus. Donc les fusains de l'INHA sont d'autant plus exceptionnels par leur existence même. Donc, Le Roi des Aulnes a été diffusé à la télévision vers 1950-1951. La pellicule n'a pas été conservée, il n'en existe aucune copie. Mais de par la technique employée, nous pouvons le rapprocher d'un autre court-métrage, lui aussi diffusé à la télévision. Il s'agit de À une passante, d'après le poème de Charles Baudelaire. Donc, ce court-métrage a été diffusé pour la première fois à la télévision le 27 février 1954 en tant qu'interlude. Sa copie est conservée à l'Institut national de l'audiovisuel et je vous propose de le regarder. La rue assourdissante autour de moi hurlait. Longue, mince, en grand deuil, douleur majestueuse, une femme passa. D'une main fastueuse, soulevant,
balançant le feston et l'ourlet, agile et noble avec sa jambe de statue. Moi, je buvais, crispé comme un extravagant, la douceur qui fascine et le plaisir qui tue. Un éclair, puis la nuit. Fugitive beauté dont le regard m'a fait soudain renaître, ne te verrai-je plus que dans l'éternité? Ailleurs, bien loin d'ici, trop tard, jamais peut-être, car j'ignore où tu fuis. Tu ne sais où je vais. Ô toi que j'eusse aimé, ô toi qui le savais. On peut revenir au diaporama. Merci beaucoup. Donc le visionnage de ce film permet un peu de se figurer à quoi devait ressembler Le Roi des Aulnes. Donc on peut, en termes de montage et d'alternance des plans, avec une mise en musique et une diction très lente, très théâtrale, on peut imaginer un peu ce genre de montage et de résultats. Donc ces deux films, Le Roi des Aulnes et À une passante, ont donc été diffusés à la télévision sur la seule chaîne de télévision qui existait alors, RTF Télévision. Donc jusqu'en 1964, il n'existe en effet qu'une seule chaîne de télévision en France qui ne diffuse que quelques heures par jour, souvent autour de l'heure du déjeuner, puis, parfois aussi en fin de journée vers 18h, puis en soirée à partir de 21h. Ce qui représentait seulement entre 20 et 25 heures de diffusion par semaine. Donc de plus, avant l'installation d'un émetteur à Lille en 1951, la RTF ne diffuse que dans un rayon de 100 km autour de Paris. Donc il faut aussi ajouter à cela le fait que vers 1950, seul 1% des foyers français disposent d'un téléviseur. Donc la diffusion des courts-métrages de Laure Garcin devait donc être extrêmement confidentielle. Et il était en outre impossible d'enregistrer les émissions avant l'invention du magnétoscope professionnel dans les années 1960, donc plus de 10 ans après. Et avant cette date, donc, le seul moyen de garder la trace d'un programme télévisé était de filmer directement l'écran avec une caméra, donc ce qui a dû être fait pour À une passante. Donc entre une diffusion très restreinte et l'impossibilité d'enregistrer systématiquement les programmes, il faut donc bien rappeler que la télévision du début des années 50 est très éloignée de son statut plus tardif de média de masse. Donc ce caractère absolument nouveau de la télévision crée donc un contexte favorable à l'expérimentation et à la théorisation de ses possibilités. À la fin des années 1950 est par exemple créé un service de la recherche au sein de la RTF qui encourage justement le développement d'un cinéma expérimental adapté à la télévision. Laure Garcin, quant à elle, accompagne toutes ses recherches plastiques d'un effort de théorisation, d'un travail de théorisation sur le cinéma d'animation et sur la télévision. En 1951, par exemple, elle publie l'article que vous voyez à l'écran dans la revue L'Âge Nouveau. Donc l'article s'intitule « La télévision peut-elle être une technique au service de l'art ?» Elle y explique donc que le cinéma d'animation lui permet d'opérer une synthèse entre ce qu'elle appelle le rythme sonore de la poésie et le rythme plastique des images.
d'aboutir à, je la cite encore une fois, un enlacement entre les images poétiques et les images plastiques. Elle écrit aussi que la télévision peut permettre aux spectateurs de ressentir une émotion je la cite, une émotion esthétique absolument nouvelle par la jonction entre deux formes d'art. On note encore une fois donc, cette volonté de synthèse et d'émotions nouvelles plus profondes. Laure Garcin s'empare donc des possibilités techniques et plastiques de la télévision dès la fin des années 1940 et elle s'inspire pour cela de textes littéraires, notamment poétiques. Donc elle a réalisé 7 films d'animation en tout. Ils prennent tous pour source des textes d'écrivains comme Goethe, Baudelaire, Mallarmé, Rimbaud, Apollinaire et Saint-Jean-Perse. Donc elle choisit minutieusement le texte source afin que celui-ci agisse comme un stimulant de sa créativité, comme, donc je la cite, une goutte d'alcool qui, lorsqu'elle est absorbée, provoque parfois un état d'euphorie susceptible de déclencher les sortilèges de l'imagination. Donc dans les années 1940, en plus de ses premiers essais de cinéma d'animation, elle exécute plusieurs fusains et plusieurs estampes à partir de textes littéraires. Et je laisse Isabelle approfondir le sujet. En effet, entre 1972 et 1974, Laure Garcin donne 7 lithographies à la Bibliothèque d'art et d'archéologie, mais l'artiste semble avoir peu pratiqué la gravure puisque ces lithographies sont les seuls témoignages de son expérience dans ce domaine. Considérées comme des multiples, on trouve bien sûr des exemplaires de ces lithographies dans d'autres collections publiques, comme à la Bibliothèque nationale de France, par exemple. L'artiste aborde l'estampe avec l'interprétation de 2 textes du XIXe siècle. En 1937, tout d'abord, elle traduit 2 épisodes des Chants de Maldoror, ce texte énigmatique rédigé entre 1868 et 1869 par le comte de Lautréamont, un texte qui tombera dans l'oubli avant d'être redécouvert par les surréalistes et qui inspirera à Laure Garcin 3 dessins, 3 fusains, conservés au musée Cantini à Marseille. Quelque temps après, elle aborde l'illustration du livre en imaginant des gravures pour Madame Bovary de Gustave Flaubert. Ce sont en effet 30 lithographies qui lui sont commandées en 1944, mais malheureusement le projet ne verra jamais le jour. Et pour en revenir au cinéma, on peut dire que ce médium devient pour Laure Garcin, entre 1950 et 1970, je la cite, un merveilleux outil qui peut permettre de défricher des terres encore inconnues. 7 courts-métrages et films sont alors réalisés pour la télévision et le cinéma. Des coupures de presse soigneusement compilées et des lettres conservées dans le fonds d'archives de l'INHA permettent de mesurer l'accueil fait à ces œuvres cinématographiques. Métropolitain, réalisé d'après un poème d'Arthur Rimbaud, est projeté dans toutes les salles en avant-première du film de Jacques Baratier, Dragées au poivre. Il suscite de vives polémiques. La réalisatrice note que des hurrahs et des sifflets s'affrontent dans le public. Et les 4 films projetés au cinéma sont principalement diffusés dans des salles indépendantes qui proposent un cinéma expérimental ou d'avant-garde. Ces films reçoivent des subventions de la part du ministère des Affaires étrangères ou de l'Éducation nationale. Ils sont projetés dans de nombreux festivals nationaux et internationaux et sont primés à la qualité. Laure Garcin reçoit ainsi 2 récompenses à Barcelone au concours international des courts-métrages en couleur, médaille de bronze en octobre 1963 pour « Étroits sont les vaisseaux » d'après le poème de Saint-Jean-Perse. Donc Isabelle vient d'évoquer la réception critique de ces films et il me semble à présent important de développer un peu sur sa production postérieure.
Donc le Roi des Aulnes est en effet un de ses premiers films. C'est aussi un des plus simples en termes de technique. Dans ses films ultérieurs diffusés au cinéma, elle emploie davantage la couleur et utilise des matériaux plus variés, de la gouache sur papier, du velours, des plaques de verre peintes. Vous voyez ici un très bel exemple de plaques de verre peintes conservées à la bibliothèque Forney. Et donc elle superposait ces compositions sur verre avec des compositions sur papier qu'elle déplaçait comme ça. Elle utilisait aussi des effets de fumée, de l'aluminium, du fil, de la corde, du sable, de l'eau, du papier qu'elle faisait brûler. Donc vraiment une série de médiums qui devaient provoquer un effet un peu saisissant. Donc les compositions qu'elle peint ou qu'elle dessine pour ses films sont aussi de moins en moins figuratifs, comme vous le constatez à l'écran. On conserve malheureusement peu de traces matérielles de ces films en raison de la fragilité des compositions et de la technique employée qui souvent les détruit. Dans ces films ultérieurs, on note aussi un perfectionnement technique qui est rendu possible par les progrès du cinéma, notamment l'invention de la caméra électronique, mais aussi par un budget plus important qui est alloué à ces films grâce à des subventions et aussi à des financements à travers des maisons de production cinématographique. Donc vous voyez à l'écran 2 articles sur des films de Laure Garcin, avec des photographies prises sur les lieux des tournages des films. Donc à gauche, on voit la caméra électronique utilisée à la fin des années 1960 pour le film Mallarmé et l'absence. Et à droite, vous voyez le dispositif avec un chevalet où pouvaient être disposées les compositions et une caméra placée sur une table avec des rails sur laquelle elle pouvait coulisser, qui a été utilisée pour le film Étroits sont les vaisseaux d'après Saint-Jean-Perse. Donc ces avancées techniques culminent avec son dernier film, Mallarmé et l'absence, qui a été réalisé vers 1968-1969 et que Laure Garcin considère comme son meilleur film. Ce court-métrage porte sur la thématique de l'absence chez Mallarmé, chez le poète Mallarmé, et il est le plus abouti en termes de technique, mais aussi le plus diversifié en termes de matériaux utilisés. Vous voyez là la photo d'une composition destinée à ce film. Donc en parallèle de sa production cinématographique, Laure Garcin continue cependant à peindre des œuvres sur toile. De la fin des années 1950 aux années 1970, elle peint des tableaux abstraits très colorés avec un fort pouvoir évocateur, des œuvres qui sont très différentes de sa production d'avant-guerre, comme vous pouvez le constater. Vous voyez à l'écran 2 toiles très colorées de cette période. Donc, oui, à la fin de sa vie, Laure Garcin fait preuve d'un grand soin dans l'organisation de sa postérité. N'ayant pas eu de descendance, elle consacre beaucoup d'énergie dans les années 1970 à léguer ses possessions à des institutions muséales ou scientifiques. De son vivant, elle effectue quelques dons ponctuels à des musées, comme le Musée national d'art moderne, le Musée d'art moderne de Paris, le Musée de Saint-Étienne ou encore celui de Grenoble. Ensuite, dans un second temps, par son testament, elle opère des legs plus amples. Par exemple, elle lègue toutes ses peintures sur toile, ses lavis et ses dessins au musée Calvet à Avignon, ce qui représente plus de 150 œuvres qui sont aujourd'hui en grande partie en dépôt dans des musées, dans d'autres musées français. Et elle met de côté quelques toiles qu'elle donne à la commune de Gréoux-les-Bains, donc qui est une ville dans le sud de la France, dans les Alpes de Haute-Provence, qui est la ville d'origine de son père et à laquelle elle lègue aussi sa maison et sa bibliothèque, car elle avait une maison secondaire à Gréoux-les-Bains. Elle organise aussi la postérité de ses archives en léguant l'intégralité au musée Calvet et à la bibliothèque Jacques Doucet de l'Institut d'art et d'archéologie, d'où elles ont été transférées donc à l'INHA et également à la bibliothèque Kandinsky. Donc, outre ce soin à sa postérité matérielle, Laure Garcin a aussi prêté une grande attention au récit de sa vie, de sa carrière artistique. On trouve dans ses fonds d'archives de nombreux textes autobiographiques datant de différentes époques et dans lesquels elle met en scène sa propre vie, son goût pour l'indépendance, la solitude, comme vous l'avez compris. Ces écrits portent des noms comme Réflexions sur le métier de peintre, Résumé de mon travail au cours de ma vie, ou encore De fil en aiguille, une vie, expérience vécue.
On sait en outre qu'elle préparait dans les années 1970 la publication de son autobiographie. Voilà, le catalogue que vous voyez à l'écran, le catalogue de son exposition à la Galerie Neuf en 1972, annonce en effet tout en bas de la page que son autobiographie intitulée « La vie d'une femme sans protecteur » est en préparation. Donc dans ce même catalogue d'exposition, on trouve une citation de Laure Garcin qui résume bien ses recherches dans le cinéma d'animation. Donc je vous la lis pour conclure par les mots de l'artiste. À l'opposé de l'idée et qu'il faut détruire, selon laquelle il y aurait d'une part une recherche du mouvement par l'animation cinématographique et d'autre part celle de la peinture pure, il est incontestable, lorsque cette opération est authentique, qu'il s'établit une symbiose de ces deux activités, et dans ce cas, innombrables sont les voies ouvertes aux chercheurs. Je vous remercie. Nous vous remercions. Merci. Excusez-moi, chère Isabelle, chère Valentine, nous vous remercions tous pour cette intéressante conférence. Je voudrais savoir si vous avez des questions. Bonsoir, merci. Je voulais savoir, les films qui ont été faits pour le cinéma, puisque pour la télévision c'était trop tôt pour qu'ils soient enregistrés, est-ce qu'il y a des restes, des vestiges à la cinémathèque ou enfin dans les collections Oui, tout à fait. C'est quelque chose que je n'ai pas précisé, mais ces 2 premiers films ne sont pas conservés, mais ensuite ils sont tous conservés dans plusieurs collections, par exemple à l'Institut national de l'audiovisuel, à la Bibliothèque nationale de France aussi, ils en ont quelques copies. Voilà, donc ces 2 principaux lieux de conservation. Mais oui, tous les autres films sont conservés et consultables sur place. Oui. Une autre question ? Oui, pour Le Roi des Zones, donc c'était la musique de Schubert qui accompagnait. Non, c'était pas directement la musique de Schubert. En fait, c'était, le texte était celui utilisé par Schubert d'après Goethe, mais la musique était composée directement par Laure Garcin. Oui. Parce que là, celui qu'on a vu, c'était une musique, c'était pas Laure Garcin. Oui, mais voilà. elle écrit, elle compose, disons les notes. Enfin, elle compose une partition qu'après elle confie à un musicien qui la met en œuvre. Donc, je pense que c'était pour ça qu'on avait le nom d'une autre personne. C'était pas le pianiste ? Non, c'était le texte dit par. Il n'y avait pas le nom du pianiste. Alors, oui. À une passante Okay. là. Oui. Autre question ? Les éléments que vous avez montrés justement pour la préparation du Roi des Zones, est-ce qu'ils ne permettraient pas de reconstituer ce film qui n'existe pas ? C'est une chose qui serait... dans le sens, on a des éléments qui nous permettent d'imaginer comment c'était, mais on ne peut pas imaginer exactement... Oui. Ce serait... un déroulement très précis, parce que les documents sont quand même... Pour le Roi des Zones, les documents sont quand même assez lacunaires. Ils ne permettent pas d'avoir, par exemple... on a beaucoup encore d'interrogations. On ne peut pas exactement savoir quel était le déroulé précis, seconde par seconde. Donc ce serait un peu compliqué, j'imagine, de faire une reconstitution. Parce qu'arriver à comprendre ce qu'elle a voulu exprimer dans ces sortes de graphiques de mouvements, c'est vrai que ça paraît un peu obscur quand on les voit comme ça, à quoi ça correspondait au niveau vidéo. Oui, mais ça, c'est une chose qui lui appartient et voilà, on a tous des difficultés à imaginer. Donc, c'est pour ça qu'on vous a diffusé un film pour essayer d'avoir un élément de comparaison. Mais c'est vrai que les documents légués par l'artiste ne sont pas forcément toujours très clairs, et encore plus pour ce film sur lequel on a assez peu d'informations, en fait. Bon, merci.
J'aimerais juste savoir s'il n'y a jamais eu une rétrospective de Laure Garcin et s'il ne serait pas intéressant peut-être une exposition rétrospective de tout son travail. Oui, ben, dans les années... En 92, vous avez la dernière exposition monographique a eu lieu en 1992 à Gréoux-les-Bains, la ville natale de son père. Mais depuis, il n'y a rien eu. D'accord. Il n'y a pas eu, en tous les cas, de travail de synthèse sur en fait, tous les aspects que nous venons de vous présenter. Est-ce que ce ne serait pas envisageable? Mais si, évidemment, ce serait une super idée de constituer une exposition sur Laure Garcin, parce que l'exposition de 1992 remonte à il y a une trentaine d'années, donc c'est sûr que ce serait intéressant de remettre en exposition Laure Garcin, bien sûr. Oui, alors en fait, on s'est présenté tout à l'heure. Moi, je suis très, très troublée par cette façon de faire du cinéma d'animation, en fait, puisqu'on se déplace sur un dessin. Donc ça voudrait dire, si j'ai bien compris, que dans le cas du Roi des Aulnes, finalement, il y a 6 dessins et que ça constitue un film. C'est pas qu'il manque des dessins. Non, non. Voilà. A priori, non. En tout cas, oui. Non, on pense qu'il y a seulement ces 6 fusains et qui est... comme pour en fait à une passante, où au final il y a assez peu de compositions, mais des allers-retours sur les mêmes compositions, des moments où les compositions peuvent être montrées plusieurs fois aussi. Donc non, c'est vrai qu'il y a assez peu de compositions par rapport à du cinéma d'animation classique. Parce que ce que vous montriez, les processus créatifs, ils semblent à chaque fois différents. Au niveau des caméras, des installations, mais finalement le résultat est le même, si je comprends bien. Enfin, je veux dire, il se déplace toujours sur un dessin, quelle que soit la manière dont est orienté le dessin ou dont les systèmes sont liés les uns aux autres. Enfin, vous avez montré beaucoup d'images qui étaient très intéressantes, où on voyait tous ces processus qui semblent à chaque fois différents. En fait, c'est comme si à chaque film, elle prenait un processus différent ou pas. Je ne comprends pas. Par processus, vous entendez le processus technique, en fait. Oui. Le processus technique est toujours à peu près le même. Elle filme les compositions, mais après, évidemment, la façon dont elle les filme dépend de la composition elle-même. Je ne sais pas si ça répond. J'avais l'impression de voir des objets différents, moi, des installations différentes, des machines différentes. Ah oui, mais c'est parce que, dans les photographies des lieux de tournage, oui, c'est par rapport à l'évolution de la technique. Où au début, vraiment, c'est vraiment une personne qui se déplace avec une caméra. Ensuite, on a donc des évolutions techniques. Vous avez vu la caméra électronique qui filmait les compositions qui sont placées au sol, enfin pas au sol, mais sur un banc titre, avec une personne qui devait les déplacer, une autre comment dire, le mode pour filmer était plutôt vertical avec une caméra sur des rails. En fait, oui, elle a expérimenté différents modes de film aussi. Ça dépendait aussi du studio d'enregistrement, les personnes avec qui elle collaborait, j'imagine. Oui, parce que justement, ça c'est très troublant. Parce que quand on voyait certaines photos, on a pensé avec un historien de l'animation à qui j'avais montré ça, presque que c'était comme Alexeïev. En fait, on s'est demandé si c'était pas un tableau d'épingle à un moment donné. Sur certaines photos, ça paraît être le cas. Et c'est vrai que je n'arrivais pas à comprendre comment elle gérait la peinture animée. Parce qu'en fait, finalement, c'est une sorte de processus lié à la peinture animée, mais qu'elle emploie complètement différemment. Parce qu'après, il y a eu des gens comme Florence Miaille, Georges Schwitt-Gebel qui ont travaillé la peinture animée encore de manière différente. Et ça, c'est vraiment fascinant de voir qu'elle se déplace sur une œuvre. Enfin, merci beaucoup. Oui, non, je pense que ça vient aussi du fait qu'elle elle expérimente vraiment. Elle n'a pas reçu de formation disons d'animation. Elle expérimente selon elle ce qui la touche, ce qui fonctionne, c'est vraiment quelque chose de très expérimental et donc forcément qui évolue beaucoup en 20 ans de carrière de peinture animée. Et après j'arrête. Le film, c'est le film Métropolitain qu'on peut voir, c'est ça, à la BNF. Je me souviens plus exactement où sont conservés chacun, mais le Métropolitain, il me semble que oui, à la BNF. Il y a le réseau Canopé aussi. Vous parliez du réseau Canopé aussi. Oui, Canopé, c'est l'éducation nationale. Oui, c'est ça. Ouais. Sur le site, il y avait aussi Mallarmé l'absence qui était visible en ligne, donc par tous et toutes, mais c'est plus le cas maintenant. Ça l'était il y a 2 ans. Mais en tout cas, vous pouvez tous les visionner en allant sur place à la BNF ou à
Ou oui, en demandant à l'INA aussi. Il y a aussi peu de dessins à chaque fois. Mais en fait, la technique évolue aussi pour Mallarmé l'absence. On a d'autres... je vous ai montré des compositions sur verre. Voilà, au début, c'était vraiment des films basés sur des fusains. Ensuite, les compositions se multiplient, les médiums aussi, avec des peintures sur verre, des rubans, du sable, d'autres... donc forcément, des choses qui ne sont pas conservées non plus. Oui, on a une question au fond aussi. J'ai deux questions, une matérielle et une plus postérité. Une matérielle, sur un des fusains de l'INHA, il y a des traces de couleur. Or, la télévision, non seulement elle n'émettait qu'à 100 km, mais en plus elle était en noir et blanc. Du coup, pourquoi... Est-ce que tu as une explication sur la présence des couleurs ? Et par ailleurs, est-ce que vous avez, pardon, et par ailleurs, en termes de postérité, puisqu'elle arrête ses films au moment où ce genre de film prend peut-être un peu plus d'élan, est-ce qu'il y a d'autres artistes qui se réclament, parce que le film qu'on a vu fait quasiment années 70 de temps en temps, est-ce que il y a des artistes qui se réclament d'elle, qui ont pu voir ou qui ont pu la connaître, parce qu'il y a quand même pas mal de correspondances dans le fond. Du coup, comment est-ce que ça peut se passer ? Alors déjà pour la question de la couleur, j'ai pas vraiment de réponse à cette question. C'est vrai qu'il y a seulement 2 fusains qui ont un peu de couleur et c'est vraiment quelque chose de très limité. Donc peut-être que elle l'a fait parce qu'elle a aussi exposé certaines de ses compositions utilisées pour le cinéma d'animation dans des expositions en galerie. Donc peut-être que c'était pour ça qu'il y avait aussi un peu de couleur. Après, c'est vrai que la couleur peut parfois, je sais pas si ça, je me rends pas trop compte si ça pouvait ajouter quelque chose à la densité de la couleur, du noir et blanc. Peut-être aussi. Je n'ai pas vraiment de réponse à cette question. Et pour la deuxième question, c'est pas non plus évident. En tout cas, je crois pas qu'il y ait d'artistes qui se revendiquent de l'héritage de Laure Garcin directement. Et la correspondance qu'elle a léguée, c'est vraiment une correspondance qu'elle a choisie. Donc il y a assez peu de choses. C'est beaucoup comment dire ? Il y a assez peu de. Oui, il y a assez peu de choses ou de lettres reçues par des personnes qui pourraient indiquer une admiration de son travail. Il y a un réalisateur de cinéma d'animation russe qui s'appelle Alexandre Alexeyev, qui lui a écrit une lettre pour dire qu'il était très admiratif de son travail. C'est ce à quoi je pense maintenant, mais il n'y en a pas tellement dans le fond. C'est une question... je n'ai pas trop d'éléments pour répondre à cette question. Je sais pas si... Vous avez d'autres questions ? Non ? Apparemment pas. Eh bien, je vous remercie de votre présence. Je vais vous souhaiter une excellente soirée. Avant de partir, je vous informe que le prochain rendez-vous des Trésors de Richelieu aura lieu le 29 avril prochain. Il sera consacré à la bibliothèque d'un polygraphe bibliophile, Charles Casati. Et ce trésor sera présenté par Christine Bénévent, professeure d'histoire du livre et de bibliographie à l'École nationale des Chartes, et Rémi Matisse, directeur adjoint de la bibliothèque de la même école. Je vous souhaite une excellente soirée.